Bonjour à tous. Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce comptoir Headless Octo. On va commencer par se présenter. Bonjour, moi c'est Pierrette, je suis architecte spécialisée dans les architectures front. Mon binôme aujourd'hui est toujours, c'est David. Et donc, je me présente, David Osterman, 5 ans d'octo, un peu moins que Pierrette, et architecte front aussi. Ok, donc le sujet, c'est améliorer le time to market grâce au headless. La recette pour arriver, celle qu'on vous avait promis, c'est ce matin, et c'est parti. Avant de commencer, on aimerait juste dire un mot sur notre équipe Software Engineering. On est 220 artisans du développement logiciel, passionnés par la technique, et on intervient en conseil et en delivery, à la fois sur des projets Greenfield, donc from scratch, ou des projets Brownfield pour remettre en qualité un logiciel existant. Nos focus de cette année 2024, c'est l'augmentation des développeurs grâce à la GenAI, l'accessibilité, qu'elle soit à la fois mobile et web, le delivery brownfield, l'hybridation des filières de développement mobile et évidemment les architectures composables et continues dont fait partie le headless, dont David va vous présenter le programme tout de suite. Excusez-moi. Donc le programme, on va commencer par vous dire ce que c'est le headless, le définir pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Et après, on va vous expliquer la démarche du cadrage, et on va finir par des retours d'expérience. Et tout ça en 20 minutes, donc c'est court, donc il a fallu qu'on fasse des choix. Vous allez voir ça. Qu'est-ce que le headless, David? Mais qu'est-ce que le headless? Le headless, c'est couper la tête pour ceux qui ont vu la vidéo de Pierrette sur LinkedIn. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire séparer les responsabilités, l'affichage et les interactions en haut, avec potentiellement du web, du mobile, de l'IoT, des interfaces conversationnelles aussi, avec le GenAI. En bas, vous allez retrouver le domaine, la logique métier, et aussi sur les backends, vous allez retrouver le contenu et la configuration dédiée à lui, et tout ça dans des composants isolés qu'on va exposer via une API, des API omnicanal, tout ça pour bénéficier du meilleur des solutions du marché pour chaque brique. Donc, qu'est-ce qui nous amène à aller vers une transition headless? Donc, nos clients nous disent plein de choses, notamment le marketing qui nous dit qu'il y a trop de limitations techniques, le TTM devient trop long, autre sujet, la publication des contenus est trop complexe et le contenu éditorial devrait être disponible sur tous les canaux. Côté IT, on se plaint plutôt du backlog qui se remplit toujours plus vite et qui ne se vide pas, et des priorités qui changent constamment, notamment celles qui viennent du marketing. Le sujet aussi, c'est le recrutement sur un monolithe souvent qui est âgé, qui est là depuis longtemps, et donc le recrutement devient difficile sur des stacks techniques qui sont moins attractives, et on va avoir un turnover plus élevé et des connaissances qui se perdent. Une transition headless, c'est donc passer de cette architecture monolithique existante où le front, le CMS et le core business sont intégrés, à une architecture découplée. On va avoir le front de manière isolée, le core business isolé et le CMS headless à part. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce core business qui est dans l'architecture existante se retrouve évidemment dans l'architecture existante, headless, et va être exposé via des API pour mettre à disposition la donnée et les services à disposition du front-end. Là, dans l'occurrence, c'est le front-end qu'on va rebuilder sur mesure, mais on peut aussi également toucher différents canaux, le mobile ou les nouvelles interfaces conversationnelles. Le headless, c'est donc passer d'une solution monolithique à un écosystème best of breed qui va permettre de livrer indépendamment le front, du core business, du CMS headless. Quels sont les bénéfices d'une telle transition? Voilà, c'est construire déjà un front qui déchire à l'état de l'art en termes de pratique, qui va offrir de belles performances. C'est se donner la possibilité d'être encore plus actif, plus agile et plus réactif parce qu'on peut livrer indépendamment les différents composants. On va pouvoir également mettre à disposition le contenu sur les différents canaux et donc offrir l'omnicanalité.
On vous a mis quelques bénéfices qu'on a tirés de nos expériences passées avec David, où on a pu augmenter côté business les ventes de près de 40% pour un acteur, et côté technique, on a pu augmenter les performances de chargement des pages de près de 85%. Une transition headless, c'est aussi énormément de challenges. On dit souvent qu'il s'agit de casser le monolithe. On va refaire un front sur mesure. Donc, on trouve souvent des enjeux de rationalisation de l'UI, et lorsqu'on s'inscrit dans une transition, on va arriver à un moment où on va avoir la solution headless et la solution existante au même moment. Et l'enjeu va être de pouvoir proposer une expérience sans couture entre les deux plateformes. Côté core business, souvent ce qu'on observe, c'est que voilà, il a été développé, enrichi depuis un certain nombre d'années, pas forcément dans les bonnes couches d'architecture de la solution. Donc, on se retrouve souvent confronté à un besoin de relocalisation des règles métiers dans les bonnes couches applicatives. Et surtout, l'enjeu, le principal challenge, va être d'ouvrir via une API ce core business. Côté CMS headless, évidemment, on parle d'un CMS intégré pour migrer vers un CMS headless. Donc, il y a un enjeu de migration des données. Et puis, la gestion des différents tenants. C'est-à-dire qu'un site, classiquement, va se décliner en fonction des marques, des pays. Et c'est ce qu'on a appelé la gestion des différents tenants, sur lequel il faut qu'on s'aligne avant de lancer les développements. Évidemment, nouveaux produits, formation des utilisateurs à ce nouveau produit. Une transition headless, vous le sentez, c'est beaucoup de sujets techniques, mais c'est aussi un sujet produit. C'est-à-dire que voilà, on va reprendre tout un produit pour le migrer dans une nouvelle solution. Donc, il faut embarquer vos représentants du produit qui vont être des vrais facilitateurs lors des phases de développement. Une transition headless, comme on va vous la présenter aujourd'hui, il s'agit d'une transition as is. Du coup, on refait la même chose, c'est-à-dire la même UI, la même UX, les mêmes règles de gestion, le même métier. Et évidemment, ça fait des années que ce site est développé. Il a une énorme richesse fonctionnelle. Du coup, l'enjeu va être de dessiner une trajectoire de migration qui résiste aux enjeux du marketing. On a vu l'introduction. Maintenant, je vous propose que David nous présente la démarche pour y arriver. Donc, la démarche, c'est parti. La démarche, on vous la présente en 4 étapes. Donc, la première étape, on va évaluer l'existant. Alors, c'est une démarche assez classique chez Octo. On va regarder le produit, on va regarder l'organisation, et puis on va regarder tout l'existant technique. À partir de là, à partir de cette base, on va pouvoir définir les enjeux et les drivers et définir l'architecture fonctionnelle cible et en faire découler les choix techniques, les solutions techniques. Et on va pouvoir voir là où il y a de la complexité, là où il va falloir un peu plus étudier le sujet. Et puis, à partir de là, on va commencer à définir les premières étapes. Mais seulement les premières étapes de la trajectoire, puisque après, on va avoir une 4e étape, l'étape où on va aller vers les étapes suivantes. Et ça va nous permettre de revoir le plan, hein, éventuellement, souvent, revoir le plan. Et au fur et à mesure, on va avancer comme ça. Si on zoome sur la partie définition de la cible et en particulier de la partie front-end, donc on va avoir 3 grands sujets. On va avoir la partie gestion de l'UI avec la librairie de composants, et puis on va avoir la partie moteur de rendu, génération de pages, et on va avoir la partie sous-jacente, la partie BFF, qui va nous permettre d'orchestrer les échanges avec les back-ends et de préparer la donnée. Tout ça, on va le regarder à travers 3 étapes. L'architecture fonctionnelle, l'architecture technique, et après, on va voir l'infrastructure. Par exemple, pour la librairie de composants, on va regarder la stratégie de build, on va s'appuyer sur l'évaluation qu'on a fait avant, comprendre quels sont les personas, quels sont les utilisateurs de cette librairie de composants, et puis quels sont les usages, quelles sont les compétences des équipes, et à partir de là, on va définir l'architecture fonctionnelle de cette partie-là. Notamment, on va regarder la granularité du découpage. Si ça vous parle, Atomic Design, c'est des genres de choses qu'on peut mettre en place. Côté architecture technique, sur ces librairies de composants, il va falloir choisir un framework. Alors, c'est quelque chose d'assez important puisque le SI va s'y coupler. Notamment, on parle de frameworks tels que React, Vue ou Svelte.
Et puis, il y a un autre sujet qui va nous intéresser, c'est est-ce qu'on va utiliser des librairies sur l'étagère ou est-ce qu'on va partir from scratch? Ça va dépendre des besoins. Et notamment, on va voir sur le niveau CSS, est-ce qu'on va utiliser des librairies de CSS augmentées telles que Tailwind? On va se pencher sur l'aspect comportement, des librairies qui vont gérer le comportement, notamment des sujets d'accessibilité avec des librairies comme Radix.ui ou Reactaria. Et puis, l'aspect visuel plus global, là, on a vraiment une librairie sur l'étagère. Vous connaissez peut-être Bootstrap et une librairie qui se base sur Tailwind, qui est Tailwind 8. Et puis après, on va regarder le packaging, le versionning, tout et comment l'intégrer dans la CI/CD, cette librairie de composants. Ça, c'est l'aspect infrastructure. Côté moteur de rendu, on va regarder la stratégie de rendu, client ou serveur, ou les deux. Le sujet de la navigation, pareil, client, serveur, ou les deux. Et puis un sujet tout aussi front, qui est l'hydratation. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est un sujet qu'il faut maîtriser pour comprendre les tenants et les aboutissants de ce système de rendu. Côté architecture technique, il va aussi falloir choisir un framework. Donc là, on peut aussi le fabriquer soi-même, mais il y a des frameworks qui existent sur le marché, tels que Next, Nuxt, alors ça dépend si vous êtes en React, en Vue, etc. Et puis, on va aussi avoir un sujet d'interopérabilité avec les outils front qui vont tourner autour, tels que les third parties. On va penser à l'A/B testing, on va penser à tout ce qui est tracking, web analytics, etc. Voilà. Le BFF, on va vous en parler un peu plus. Là, Pierrette va vous en parler. Mais effectivement, ça va être un sujet de choisir ou pas un BFF. Et puis, ce qui va être intéressant, c'est de se dire, à travers ce BFF et tout l'ensemble du front, de dire est-ce qu'on veut une consistance et donc est-ce qu'on veut faire du full stack JS ou alors est-ce qu'on veut des stacks différentes. Ça va dépendre de votre SI, ça va dépendre de vos équipes, ça va dépendre de pas mal de choses. Et puis, ce moteur de rendu SBFF aussi, on va les inscrire dans un écosystème, dans une infrastructure. Et donc, ça vous permet d'échanger avec les équipes opérations, si vous êtes dans une organisation telle que celle-là. Et on va parler de CDN, de WAF, de caching stratégie, d'observabilité et d'environnement de CI/CD. On a vu comment définir la cible sur le front-end. Maintenant, on va s'attaquer au core business. L'enjeu ici, ça va être de définir comment on va APIfier ce monolithe. Est-ce que la question clé à se poser, c'est est-ce qu'on fait une API first qui va avoir la destination de plusieurs canaux, le web, le mobile et ainsi de suite, ou est-ce qu'on fait une API plus dédiée au canal web, une expérience API, un BFF? Dans ces sujets, à bien avoir en tête lors de cette phase de définition de la cible, il y a quelque chose de clé qui sont l'authentification, comment on va s'assurer que l'authentification est persistante entre le legacy et le headlet, et évidemment les sujets de sécurité. Lorsqu'on va APIfier un monolithe comme ceci, on voulait vous partager un petit point d'intention. Ne partez pas, on vous déconseille de partir tout de suite en microservices. Préférez une stratégie qui va consister à faire une architecture modulaire pour séparer évidemment par domaine métier cette API, mais ne partez pas tout de suite en microservices qui va tirer une complexité dont vous n'avez pas besoin pour le moment. En termes d'architecture technique, sur ce core business, évidemment, lié à la stratégie API, on a des choix de design API. Est-ce qu'on fait une API REST? Est-ce qu'on fait une API en GraphQL? Et évidemment, voilà, une fois qu'on a défini toute cette stratégie, on va pouvoir identifier les points d'être à résoudre pour relocaliser les règles métiers dans les bonnes couches applicatives. Côté CMS, l'enjeu va être d'introduire potentiellement une nouvelle solution, un CMS headless. Donc, qu'il y a choisir un nouvel outil, il va falloir étudier ses capacités tech et ses capacités de métier. Par exemple, je pense à une possibilité très appréciée des utilisateurs, la capacité de faire de l'inline editing, donc d'éditer en live le contenu pour pouvoir configurer la page, ajouter un bloc et ainsi de suite. Lorsqu'on va zoomer sur ce sujet du CMS headless, il y a un enjeu de définir la stratégie de configuration, c'est-à-dire de définir comment on va gérer les tenants, les pays, l'internationalisation. Et enfin, on vous a mis des solutions avec lesquelles on travaille régulièrement avec David.
Contentful ou Strapi. On a des Rex à vous partager un petit peu plus tard. On a fait la cible, on passe à l'étape 3, la trajectoire de migration. Donc la trajectoire de migration, il va s'agir de passer de cette solution actuelle à la solution cible avec un certain nombre d'étapes pour y arriver. L'enjeu va être de définir un pilote pour cette première étape de migration et au fur et à mesure des étapes, on va augmenter le périmètre fonctionnel de sorte de couvrir à la fin, à la cible, l'ensemble des marques et des pays qui auraient été migrés. C'est vraiment la raison pour laquelle on insiste sur le fait que c'est certes cette trajectoire une problématique technique, mais surtout un enjeu produit, notamment sur l'identification du pilote. On voulait vous partager différents drivers que l'on applique lorsqu'on met en œuvre ce genre de trajectoire. L'idée, c'est vraiment sur chacune de ces petites étapes d'apporter de la valeur en continu pour montrer les bénéfices du headless. Et avoir évidemment en tête, lorsqu'on va dessiner cette trajectoire, d'éviter tous les doubles. Les doubles, on pense à quoi? On pense au double run, on pense à la double contribution en termes de CMS, et puis la double contribution, le double run, et je n'ai plus le troisième. Enfin, un autre driver sur lequel on s'inscrit, c'est d'avoir en tête cette architecture continue. C'est-à-dire que l'architecte va se poser en binôme très clé du produit pour ajuster au fur et à mesure la trajectoire. Et enfin, évidemment, vous l'avez compris, l'enjeu va être d'embrasser l'amélioration continue de sorte qu'à chaque étape, on va se donner la possibilité de revoir le plan. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un nouveau besoin qui va apparaître. Est-ce que ce nouveau besoin est un candidat à l'implémentation directement sur le headless ou est-ce qu'on l'implémente sur le legacy qu'il faudra ensuite reprendre sur le headless, le dernier double implémentation? Si on zoome maintenant sur les différentes approches qu'on peut avoir en termes de trajectoire, on a différentes solutions à vous proposer. Ce qu'on a vu dans nos différentes expériences, c'est premièrement une approche Big Bang. David, si tu veux avancer d'une slide, s'il te plaît. Merci. Qui va consister à prendre l'ensemble d'un site et le migrer en headless en une fois. Vous le voyez, vous le sentez, ce pas est quand même très conséquent à faire. Le premier pas est très lourd et ça ne correspond pas forcément aux attentes en termes d'agilité, les raisons pour lesquelles on lance un chantier headless. Ça a quand même un avantage, c'est que ce plan, il va être solide. On va pouvoir dire à chacun des tenants, vous allez migrer vers telle période, vous allez migrer vers telle période, ce qui permet d'offrir beaucoup de visibilité sur le plan de transition. Pour réduire cet énorme morceau à manger, on va découper l'éléphant bouchée par bouchée, et c'est-à-dire qu'on voudrait vous proposer une deuxième approche qui est page par page, qui consiste à prendre certaines pages du site et les migrer en headless. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir au même moment la solution headless et la solution existante qui vont coexister. Et donc, il va falloir réfléchir à toutes ces complexités de proposer une expérience fluide entre le headless et le legacy qui soit sans couture en termes d'authentification. Ça a l'avantage de proposer un périmètre plus restreint, plus acceptable en termes de durée. Le dernier élément qu'on voulait vous présenter, c'était de découper encore plus fin, quitte à atteindre un micro-périmètre, et là on tire des technologies type micro-front, de sorte d'intégrer des éléments headless dans des pages existantes, et voilà, petit à petit, headlessiser le legacy avec des tout petits périmètres. Ça a l'avantage de résoudre en premier les sujets de cohérence du UI, parce qu'un des bons candidats, c'est justement d'introduire la librairie de composants qui va rationaliser toute l'UI. Par contre, c'est un vrai inconvénient, c'est que voilà, ces petits éléments par petits éléments, ça donne l'impression d'avoir une roadmap qui tire l'histoire sans fin. On arrive à la fin de presque à la fin de la présentation, on va passer au retour d'expérience. Mais oui, Pierrette, on a des retours d'expérience.
Le premier qu'on voulait vous présenter, c'était un acteur e-commerce mondial du luxe, avec voilà, une soixantaine de tenants, avec énormément de pays qui ont énormément de spécificités, dont des spécificités SI régionales. La solution existante, c'est un SAP Hybris. On a fait un cadrage stratégique tel qu'on vient de vous le présenter, qui a duré 8 semaines, et on a trouvé chez ce client un CMS qui est maison, headless, qui avait été réalisé parce que les douleurs de l'équipe de contribution étaient trop fortes, au point où ils ont introduit un nouveau composant dans l'architecture pour fluidifier la publication de contenu. L'architecture qu'on a dessinée, c'est quelque chose d'assez classique, la librairie de composants sur une stack React, le rendering engine avec du Next.js. Et là, on a fait le choix d'introduire un BFF développé en JavaScript également, qui va abstraire les complexités d'interfaçage avec le SAP et le CMS maison. Pendant ces 8 semaines de cadrage stratégique, on a beaucoup échangé sur la cible et entre autres autour de la responsabilité du BFF. Est-ce que le BFF abstrait tout ou qu'une partie des systèmes sous-jacents? Ce qui est lié à ça, c'était la stratégie d'invalidation de cache qui se retrouve au-dessus du rendering engine pour voilà, avoir en cache toujours des pages chaudes pour offrir de belles performances. Et lorsqu'on a défini la trajectoire, on a beaucoup itéré sur l'approche de migration. Est-ce qu'on fait du page par page? Est-ce qu'on fait du plus petit? Et finalement, on a choisi une approche page par page, mais ce qui a posé des questions sur les éléments transverses, type le header, le footer des pages, qui se retrouvaient évidemment dans les deux stacks et dans le contexte d'une expérience sans couture qui devait être repris et solutionné pour l'ensemble des deux stacks. Enfin, on a ensuite après lancé le build, mais on va avancer pour présenter le prochain cas. Le prochain cas, merci David, c'est un acteur du tourisme qui, cette fois, est mis à disposition dans 5 pays et on a 9 tenants, 9 déclinaisons à gérer pour cet acteur. Ces tenants, pareil, une complexité SI spécifique avec un certain nombre de back-ends qui permettaient d'opérer des réservations de billets, d'hôtellerie, et ainsi de suite. L'architecture qu'on a dessinée, c'est un front-end en SPA, parce que là, on s'attaquait uniquement au tunnel de réservation, donc pas d'enjeu de SEO. En React Style Component, on a construit une API omnicanal, cette fois, qui mettait à disposition de différents canaux, et on a fait le choix de la réaliser avec une stack différente que celle du front. On l'a fait en Kotlin. On a introduit un CMS headless contentful et on avait une stack d'observabilité opérée par Datadog. Le succès, c'est que voilà, on a réussi à améliorer de près de 40% le taux de conversion avec cette refonte du tunnel d'achat. Et ce qu'on observe, c'est que le CMS a été complètement adopté. C'est vraiment une belle expérience pour nos utilisateurs. Les difficultés que nous avons surmontées, c'est justement lié à cette API avec la complexité d'interopérabilité de ces backends qui avaient chacun leur contrat d'interface, leur spécificité à gérer. Et ce qu'on voulait vous partager, c'est, voilà, on l'a vraiment fait en architecture continue, c'est-à-dire que on a commencé le projet, puis le Covid est arrivé, et finalement, on a eu les moyens pour transformer la trajectoire et faire du Covid une opportunité pour réajuster la trajectoire et offrir et répondre aux enjeux métiers. David, je te laisse présenter le dernier. Un dernier ex sur un acteur du domaine beauté, donc avec une solution Salesforce Cloud Commerce en monolithe, donc avec un besoin d'accélérer sur l'omnicanalité et de réduire le TTM, assez classique finalement. Et là, il a fallu réaliser un cadrage stratégique, au même titre que le premier exemple que vous montrez, Pierrette. Donc définir l'architecture cible, etc. Tout ce qu'on a pu voir dans la recette qu'on vous a présentée. Et puis, il y avait le sujet, on vous en a parlé aussi, d'impliquer les équipes commerciales. Donc ça, c'était une demande du client. Donc, il a fallu aller aussi, côté produit, aller chercher les équipes, leur expliquer ce que c'était une migration headless, qui était une migration technique, mais finalement, comme on vous l'a dit, beaucoup d'implications produits et des opportunités produits aussi, des bénéfices à aller chercher. Et tout ça, on devait évaluer le coût et le temps nécessaire pour atteindre cette cible. Une cible assez conséquente, donc un temps
qu'on pouvait estimer à l'époque à 3 ans. Voilà, c'est un projet qui est en cours. Les challenges qu'on a dû surmonter, c'était le CMS qui n'était pas encore identifié, donc une solution SaaS qui devait être choisie par les équipes produits, par les équipes techniques, et quelque chose qui mettait du temps à venir. Il fallait commencer le delivery. Donc, il a fallu trouver des solutions pour commencer le delivery avec le CMS du monolithe existant, donc d'aller chercher ça via des API. Donc, quelque chose de pas simple, mais il a fallu faire ce choix-là, et donc faire une des premières étapes transitoires sans le CMS. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est sur des choses comme ça, d'une taille assez… là, on est au niveau européen, voire Europe, plus Moyen-Orient, et puis ça touche aussi à des acteurs du monde. Donc, c'est un processus long. Donc, en tout, un processus d'1 an et demi avant de poser la première ligne de code. Hein. Et nous, on est intervenu à plusieurs étapes de ce processus, et notamment dans ce cadrage stratégique. On est assez content du résultat, hein, globalement, puisqu'on a pu obtenir le soutien et l'approbation des équipes commerciales, à la partie produit, hein, qui sont impliquées hein, dans le processus, c'était vital. On a pu faire valider hein, donc l'aspect budgétaire, ressources, on a pu faire valider le budget auprès de la direction, et puis on a pu démarrer le processus de RFP à partir du contenu qui a été élaboré pendant ce cadrage stratégique. Globalement, on peut dire que les facteurs de réussite, hein, les facteurs clés de succès, c'est cette vision à 360. On vous a parlé de cette évaluation qu'on fait produit, technique, orga, quelque chose de classique chez Octo. C'est quelque chose qui nous a permis de réussir, d'avoir l'ensemble du périmètre et aussi de pouvoir embarquer effectivement le business. Notre sponsor était IT, mais il fallait aller chercher le business. Et puis c'est une équipe pluridisciplinaire, donc justement avec ces aspects produits, orga, technologie. Et il a fallu, alors qui était un challenge aussi, hein, c'est que c'était quelque chose d'énorme, et il a fallu trouver la bonne granularité pour faire ce cadrage stratégique. Si on descendait trop bas, on allait prendre trop de temps et on allait trop prendre les choses dans le détail, on allait aller plus loin que la simple première étape, celle dont on vous a parlé, et il fallait itérer derrière. Donc il a fallu prendre la bonne granularité pour pouvoir définir les coûts et les choses, les besoins de cette intervention. On arrive au bout de la présentation. Avant de passer aux questions, on voudrait vous rappeler quelques actus Octo. On vous invite à se retrouver le 12 juin voilà, pour une matinée où on va parler de Modern Software Engineering, d'architecture, avec voilà, un zoom sur les archis composables. On a aussi des publications qui sont sorties, donc Culture Test V2, des formations sur lesquelles vous pouvez vous inscrire pour adopter des bonnes pratiques de delivery pour être plus performant. Et enfin, notre conférence USI qui aura lieu le 24 juin au musée du Quai Branly. On vous donne rendez-vous le 12 juin, inscrivez-vous. On vous a partagé dans le chat les liens d'inscription. On va parler d'architecture composable, d'architecture continue, pour rentrer un petit peu plus dans le détail. Merci à tous et bonne journée. Merci à tous. Au revoir.